BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Joseph Aschenbacher. Il est directeur général de l'ESA. L'ESA, c'est l'Agence spatiale européenne. Bonjour Joseph Aschenbacher, merci d'être là. C'est un peu un événement de vous voir. Il faut dire qu'il y avait une très grande conférence qui se tient à Paris, la World Satellite Business Week, avec tous les grands industriels qui étaient là pour parler d'espace. Après un peu la claque que les Européens se sont prises avec Elon Musk, qui a réussi à avoir cette mission avec des astronautes qui sont sortis dehors. On va revenir sur ce point-là. Une question, est-ce que vous avez parlé des conséquences de la démission de Thierry Breton? Parce que ça va beaucoup changer pour la défense, pour le spatial et notamment pour les entreprises françaises. Yeah. So first of all, very happy to Alors be tout d'abord, here je suis at ravi d'être BFM, which ici is, à really BFM. C'est vraiment une formidable occasion pour moi de parler. Très bonne réunion aujourd'hui à la World Space Business Week. Nous avons parlé de l'état de l'économie mondiale. Nous avons essayé de voir comment l'espace en Europe peut rivaliser avec l'espace aux États-Unis. Vous avez parlé d'Elon Musk, de SpaceX, son entreprise. Nous avons échangé sur la démission de Thierry Breton, évidemment dans les couloirs, mais pas dans la réunion officielle. Mais dans les couloirs, évidemment, tout le monde était surpris. En effet, c'était inattendu. Et cela signifiera qu'il va y avoir des changements. Nous allons voir ce que cela signifie concrètement en termes de nouvelles commissions à mettre en place. Mais oui, Thierry Breton était une force assez puissante. C'est quelqu'un qui connaissait bien l'industrie. C'est quand même pas forcément une bonne nouvelle, sans faire de mauvais procès. Vous avez knowing the industry, he knew the context very well. Il connaissait très bien le contexte. Bien évidemment, il dirigeait les activités spatiales en Bruxelles, en plus d'autres activités. Et j'étais son interface avec l'ESA, son interlocuteur. Donc, vraiment, il a beaucoup travaillé et nous allons voir ce qui va se passer. Nous lui souhaitons bonne chance, nous le remercions pour son travail et nous avons hâte de voir quel sera le prochain chapitre. Alors, comment est-ce que vous avez réagi, Joseph Aschenbacher, quand vous avez vu que la mission Polaris Dawn a réussi, c'est-à-dire qu'ils ont pu sortir dehors, ils ont pu aller voir l'espace. C'est la première fois que c'est une mission privée qui fait ça, donc Elon Musk, SpaceX. Est-ce que vous lui avez envoyé vos félicitations, comme l'a fait votre homologue américain, le patron de la NASA? Vous l'avez félicité, Elon Musk? Well, I did not congratulate him directly to this particular event, directement. Mais en général, c'est ce que je fais lorsqu'ils font de grands exploits comme le lancement du Starship. Mais voilà, c'était un bel exploit. Polaris Dawn, évidemment, c'est une mission qui a ouvert les yeux de beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup de nouveaux aspects. Premièrement, c'est une entreprise privée qui envoie des astronautes dans l'espace. C'est tout à fait spectaculaire de voir que tout à coup, la porte s'ouvre vers l'espace pour les gens. Et c'était incroyable de voir cette sortie spatiale. Vraiment une belle expérience que nous avons suivie de près. Nous allons penser à ce que cela signifie pour l'Europe et pour le justement, monde. qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, juste, il y aura pour faire des entraînements, il y aura des scaphandres signés Pierre Cardin. En tous les cas, c'est ce que vous avez demandé. Et puis, quand est-ce qu'il y aura bientôt des astronautes européens dans l'espace? Yes, we just saw Pierre Cardin's spacesuit. Nous venons de voir le scaphandre, la combinaison Pierre Cardin. Alors ce ne sont pas réellement des combinaisons spatiales pour l'espace, c'est simplement pour l'entraînement. Nous allons les utiliser dans notre nouveau centre lunaire que l'on va ouvrir dans quelques semaines à Cologne, en Allemagne. Et ils sont très beaux, ils sont vraiment à la mode, tendance. Nous sommes reconnaissants envers Pierre Cardin et pour son équipe qui l'ont conçu. Qu'est-ce que cela signifie pour les astronautes européens? Nous avons un très grand programme d'astronautes
astronautes européens. Nous avons des astronautes actifs de la promotion 2009, il y en a 5, et nous avons 17 nouveaux astronautes que nous avons sélectionnés, que j'ai sélectionnés en 2022. Ok, mais quand ils vont être quand dehors? Quand est-ce qu'ils vont aller dans l'espace? Quand est-ce qu'ils vont aller sur la Lune? Quand est-ce qu'ils vont aller sur Mars? Quand est-ce qu'ils vont sortir des bureaux de l'Agence spatiale européenne? They're going to space all the time. I mean, we Ils vont just tout le had temps dans an l'espace. astronaut Il y a un astronaute qui vient de rentrer, Matthias Venter, qui était pour une mission Axiom. Il y a également Morgan Hansen qui rentre d'une mission de 6 mois. La prochaine mission... Alors, les prochains astronautes sont en train d'être formés. Sophie Adenau, française, avec Raphaël Liégeois, qui sont en train d'être formés à Houston pour le prochain séjour de 6 mois dans la Station spatiale européenne. Ensuite, ils viendront au centre spatial européen où nous les préparons pour des missions à long terme. Nous avons également des vols commerciaux, un projet polonais avec Lisa qui vole avec Axiom au début de l'année prochaine, une mission à court terme, quelques semaines seulement. La durée n'a pas encore été définie précisément, mais ce sera les prochains astronautes de l'ESA qui iront dans l'espace, en plus de ceux qui iront dans l'ISS en 2026. Et nous avons hâte de voir nos astronautes aller sur la Lune. Nous avons déjà prévu avec la NASA d'avoir 3 astronautes. Est-ce qu'un jour on verra de notre vivant un vol habité européen sur la Lune? Yes, I wish all a long life and oui, our, je nous souhaite une longue vie. Et évidemment, dans les années 2030, nous verrons des astronautes européens sur la surface de la Lune. Nous parlons avec la NASA déjà aujourd'hui pour savoir quand cela se fera. Parce qu'il faut bien savoir que ce n'est pas simplement comme acheter un billet d'avion. Il y a réellement une coopération que nous développons avec la NASA, ce qui signifie que nous développons du matériel que nous fournissons à la NASA dans le cadre du programme Artemis, le programme international, et en échange, eh bien, il y a des vols, soit sur le Gateway, à la passerelle, ou sur la Lune. Et déjà, 3 Joseph Aschenbach, c'est pas la première fois que je vous interviewe. Je vous avais interviewé à Davos, on s'en souvient. Là, on a l'impression, en vous écoutant, que tout va bien. Vous voyez bien que, j'ose pas dire tout va mal, mais enfin, en tous les cas, on a pris beaucoup de retard au niveau européen. Est-ce que c'est une question de moyens? Il n'y a pas... Mario Draghi dit qu'il faut 800 milliards pour éviter que l'Europe s'enfonce dans son déclin. Vous dites qu'il faut combien sur la table pour que les Européens aient un rôle dans le spatial? Yeah. I mean, you have to really look at the financial figures. Il faut regarder les chiffres financiers. BFM, évidemment, s'intéresse beaucoup au business et aux chiffres. Les investissements aux États-Unis dans le secteur public, donc la NASA et le Space Force et le secteur public dans l'espace, est 6 fois plus élevé qu'en Europe. Si je prends les chiffres, les investissements publics totaux l'an dernier étaient 108 milliards d'euros, dont 64 milliards aux États-Unis et 11,4 milliards en Europe. Donc on voit que c'est 6 fois plus aux États-Unis. S'ils ont 6 fois plus d'argent, ils peuvent faire 6 fois plus de choses, normalement. Mais je dois dire que l'industrie européenne est très compétitive. Et avec moins d'argent, avec moins de ressources, nous arrivons à faire beaucoup d'exploits. Nous sommes très bons dans certains domaines, mais vous avez raison, tout n'est pas formidable, tout n'est pas simple. Il y a certains secteurs où l'Europe n'est pas au même niveau et a pris du retard. Et c'est un gros risque et nous devons nous pencher dessus. On a pris du retard aussi, même si Ariane 6, ça a été une réussite, parce que ça y est, le lanceur, ça a marché. Mais en même temps, pendant ce temps-là, Elon Musk faisait des lanceurs réutilisables. Il y a une inventivité chez Elon Musk, une agilité technologique que peut-être des mastodontes comme l'ESA, l'Agence spatiale européenne, n'ont pas forcément, ou des géants de l'industrie. I mean, this is almost provocative what to say, but let me say that we are changing a lot in Europe. On change beaucoup en Europe. Bien évidemment, nous apprenons. Lorsque je suis devenu DG de l'ESA il y a 3 ans, eh bien, je me suis penché de près sur ce que faisait la NASA et ce que faisaient les États-Unis. Ils ont créé SpaceX, beaucoup d'autres entreprises qui sont très puissantes.
Personnellement, j'aimerais faire quelque chose de très similaire en Europe. J'aimerais que l'Europe développe une industrie spatiale robuste, une industrie spatiale commerciale. Nous avons déjà lancé plusieurs choses. Nous allons également construire une capsule de cargo réutilisable, un véhicule qui permet d'envoyer des cargos, des marchandises à la Station spatiale européenne et revenir. C'est quelque chose que nous faisons de manière très différente. Mais l'ESA sera un client. Nous allons acheter des services et nous n'allons pas tout acheter. Nous n'allons pas acheter des engins spatiaux ou des satellites. C'est exactement ce que les États-Unis font, ce que SpaceX apporte. Être un client, c'est quelque chose que nous devons faire bien plus en Europe. Où est-ce qu'à votre avis, ça bloque? Parce qu'on a des industries, alors c'est pour pas faire un cocorico, mais enfin si vous prenez Airbus Aerospace, vous prenez Thales, vous prenez Ariane Espace, on est assez bon dans l'industrie spatiale et l'industrie de défense. Pourquoi on n'arrive pas à délivrer? Okay, we are good. Our oui, industry is excellent. Notre industrie est excellente même, mais elle est petite. Nous avons besoin de 3 choses en Europe pour réellement aller de l'avant et passer à l'échelle supérieure. Premièrement, bien évidemment, nous avons besoin d'avoir accès à des financements et nous assurer que nous avons des programmes attractifs qui sont bien financés dans les fusées, les engins spatiaux, les infrastructures spatiales en général. Mais le financement seul ne suffit pas. Deuxièmement, nous avons besoin d'éviter la fragmentation. C'est une des faiblesses de l'Europe. Nous avons un paysage très fragmenté. Il y a des pays nationaux, des institutions européennes, l'Agence spatiale européenne, l'Union européenne, USPA, et tout cela doit être organisé de manière cohérente. C'est un des grands défis à relever très rapidement. Et troisièmement, nous devons être plus agiles, plus rapides, et nous devons nous assurer que nous réagissons bien plus rapidement à la demande de l'industrie. Cela signifie que si il y a des contrats, il faut aller plus vite. Alors justement, vous allez nous dire quand est-ce que ça va? Vous allez donner le top départ sur la constellation Iris. On sait qu'il y a c'est un enjeu vital pour l'industrie européenne et l'industrie française, puisqu'il y a 2 concurrents qui sont sur les rangs. Quand est-ce que le top départ va être donné? Voilà, quel est le calendrier? Iris Square is led by the European Commission, so it's not for me to answer c'est dirigé par l'Union européenne, donc ce n'est pas à moi de répondre à cette question. C'est Thierry Breton qui, jusqu'à hier, dirigeait cela, mais c'est la Commission européenne qui a le lead. Les négociations sont en cours aujourd'hui. Mais je peux déjà vous dire une chose, c'est que pour certains projets européens, l'ESA et l'Union européenne travaillent main dans la main. Nous travaillons très bien ensemble. Regardons Copernic, Galileo, de bons exemples. Nous avons les meilleurs programmes au monde en termes de navigation et d'observation, les signaux les plus précis pour la navigation, les données les plus globales, les meilleurs systèmes de livraison de données. On voit bien que l'Europe travaille bien. La Commission européenne, l'Union européenne avec sa force politique, l'ESA avec sa force technologique et technique qui conçoit les meilleures infrastructures spatiales. Je pense que c'est un très bon modèle à suivre et il faut avancer dans ce domaine. Ce qui était intéressant, enfin, l'enjeu, quand on regarde cette mission Polaris Dawn, donc de Elon Musk, c'est qu'en fait, quelque part, c'est une banalisation de ce qu'on appelle l'orbite basse. Donc, ça veut dire que, alors que le monde est en train de développer complètement de nouvelles technologies, qu'il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle, en fait, on va avoir une nouvelle forme de satellites qui vont être à d'autres niveaux autour de la Terre. J'essaie de faire de la pédagogie. No, absolutely. The new generation of satellites. Une nouvelle génération de satellites aura l'intelligence artificielle embarquée. C'est une très bonne chose. Par exemple, si vous pouvez suivre notre surface, la surface de la Terre, identifier les incendies, l'intelligence artificielle fait les calculs et peut envoyer un signal immédiatement à une brigade de pompiers lorsqu'il y a un incendie pour que les pompiers agissent immédiatement. Ce système d'intervention rapide implique différents satellites en orbite avec des capacités d'observation, des capacités de communication et de navigation combinées avec de l'intelligence artificielle en orbite pour s'occuper des calculs, pas simplement sur Terre, sur les ordinateurs, mais également dans l'espace. Je pense que c'est l'avenir. C'est un avenir qui nous permettra d'avoir des systèmes résilients, des systèmes rapides, qui permettent de réagir aux crises très rapidement et d'aider les personnes en cas de besoin. Ça veut dire que quand même, le spatial, l'industrie spatiale et de défense est en train de subir une vraie mutation. On rentre dans une autre phase que celle qu'on a connue aujourd'hui.
C'est exactement ça. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Nous prenons des décisions avec les États membres de l'ESA, c'était en novembre 2022. Nous avons pris des décisions. Nous avons décidé, par exemple, de mettre en œuvre un changement de paradigme, c'est-à-dire changer la manière dont l'Europe travaillera à l'avenir. Évidemment, mon travail en tant que directeur général de l'ESA consiste à m'assurer que ces décisions politiques se traduisent en action. C'est une transformation très profonde au sein de nos institutions. À l'ESA, nous avons environ 6 000 personnes qui travaillent, des ingénieurs, des scientifiques, qui travaillent sur les programmes spatiaux. Et nous devons travailler de manière très différente. Mais il en va de même pour le reste de l'Europe, avec l'écosystème spatial européen. Et oui, il est nécessaire de changer, de se transformer, d'être plus orienté sur la commercialisation, parce que la commercialisation aujourd'hui dirige beaucoup plus l'aérospatial que par le passé. Quand on regarde, en fait, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, c'est un peu comme la NASA. Mais la NASA, elle a financé Elon Musk, en fait, on le sait peu, enfin on le sait un peu. C'est lui qui a c'est elle, enfin l'organisation qui a vraiment lancé SpaceX et Elon Musk. Est-ce qu'il ne faudrait pas que vous fassiez la même chose avec des industriels européens? Nous faisons exactement la même chose à une plus petite échelle, parce qu'aux États-Unis, il y a plus de financement public disponible, mais nous faisons exactement la même chose. Alors oui, nous achetons des services comme la NASA achète des lanceurs auprès d'Elon Musk et de SpaceX, et nous soutenons le développement de Falcon 9. La NASA encourage également les ingénieurs pour développer ce Falcon 9. Et nous faisons la même chose. Nous travaillons avec les acteurs industriels pour les aider à développer un service industriel et commercial. Nous avons lancé récemment un appel pour un cargo réutilisable. Une entreprise française a participé, Thales notamment. Nous souhaitons que les clients puissent acheter un transport de 4000 kilos de marchandises, s'amarrer à la Station spatiale internationale, décharger le cargo et redescendre 2000 kilos. C'est quelque chose de très difficile en technologie, car il faut une technologie de réentrée que nous n'avons pas encore en Europe. Mais à l'ESA, nous achetons le service qui permet d'acheminer des cargos à l'ISS et de leur descendre. C'est une nouvelle manière de travailler, mais évidemment, il faut changer notre manière de travailler. Ça, c'est vraiment, c'est la dernière question. Enfin, j'en ai encore une toute petite. C'est votre marque de fabrique, Joseph Aschenbacher, depuis que vous êtes arrivé à la tête de l'ESA. Vous essayez de secouer un peu le cocotier et de dire qu'il faut travailler autrement. Il vous faudra combien de temps pour réaliser ça? Cela prendra du temps pour être parfaitement réaliste. Est-ce que vous avez du temps? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je suis très impatient, j'insiste beaucoup, je pousse toutes les arts. Et vous avez tout à fait raison, il faut accélérer. Nous avons créé des accélérateurs qui nous permettent d'accélérer le changement pour travailler différemment avec l'industrie et avec l'ESA. Et évidemment, ça va fonctionner. Une petite question, il y a combien de débris dans l'espace aujourd'hui? Je sais que c'est un thème qui vous passionne. There are about 1.1 million that are larger than 1 millimeter, qui sont plus gros que 1 mm, 40 000 qui sont plus gros que 10 cm, et il y a 40 000 plus gros que 10 cm, donc beaucoup de débris dans l'espace. Ouais, mais comme ça, peut-être les cargos, ça pourra servir à ramasser les débris. Merci beaucoup, en tous les cas, Joseph Aschenbacher, d'être venu ici, directeur général de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, était notre invité.